Bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour la protection des données personnelles, les renseignements personnels, comme on dit au Canada, privacy, comme on dit beaucoup en Amérique du Nord. Et très heureux de participer à Nantes Digital Week et à Salon Data. Le lien avec l'Amérique du Nord et aujourd'hui, c'est que Thomas Fournaise et les autres organisateurs, en tout cas les Nantais, était au printemps à Montréal pour une semaine d'affaires, de conférences et d'affaires, qui fait partie, qui s'appelle Montréal Connect, et qui fait partie du printemps numérique de Montréal, qui est le Nantes Digital Week de Montréal. Et si vous avez assisté tout à l'heure à la conférence sur la charte métropolitaine, eh bien, vous avez vu qu'il y a une très forte collaboration avec Montréal, et également avec ces événements de conscientisation et d'accompagnement au changement digital. Voilà. Donc je participe à mon petit niveau à ça et j'en suis extrêmement heureux. Donc je suis un Français, je suis maintenant aussi montréalais. Mes enfants sont québécois. Moi je dis, bon, je pense que je resterai quand même un Français à Montréal, mais mes enfants sont maintenant quand même assez... également québécois, comme a dit un de mes fils, ça fait maintenant un quart de ma vie au Québec. Et puis j'ai une passion pour cet environnement des données personnelles, parce que c'est extrêmement varié, extrêmement récent, immature, à la fois sur des fondements extrêmement anciens, comme vous le savez, et à la fois en termes de pratique extrêmement immature, mais ce côté légal, organisationnel, technologique me passionne. Et je l'ai pratiqué en Europe, je le pratique en Amérique du Nord. Et puis Hitachi me donne la possibilité de retourner à mes amours technologiques en dehors de la conformité, c'est-à-dire qui est pour moi la prochaine étape, c'est-à-dire l'automatisation de la conformité à base de technologie pour tracer les données, les catégoriser et aider toutes ces nécessités de protection de données personnelles, aider les juristes. Et on a ça dans le groupe Hitachi à un niveau que j'espérais, mais que je constate être absolument phénoménal. Alors, quelques mots sur ce qu'on fait chez Hitachi System Security. On crée une nouvelle discipline qui n'est pas seulement la privacy, qui n'est pas seulement la cybersécurité, mais qui est la combinaison des deux. Pour une raison d'explosion, d'abord une raison fondamentale que c'est nécessaire pour qu'on puisse vivre correctement dans notre vie digitale. Deuxième élément, c'est qu'il y a une préoccupation d'entreprise individuelle. Je ne sais pas si vous avez ça, vous le constatez, mais depuis assez récemment, dans mon entourage, il est systématique qu'on me parle de problèmes avec les cartes bleues, avec les moyens de paiement, etc. Pas des grosses affaires, comme on dit au Québec, des petites choses, mais systématiques. C'est-à-dire des quelques dollars, quelques dizaines de dollars, mais ça concerne vraiment des pourcentages très très forts maintenant de mon environnement, des blondes, comme on dit, c'est les copines de mes enfants, etc. Tout le monde. Donc c'est ça qu'on aborde avec le Hitachi System Security, avec notre approche Privacy plus Security, cette nouvelle catégorie-là, et ces nouvelles compétences. Alors notre positionnement là-dessus, c'est de dire, OK, il y a la conformité, on a plusieurs formes de conformité, bon, la base et puis celle qui tire celle sur les données personnelles, mais on a d'autres éléments de conformité, sectoriels, bancaires, santé, plusieurs conférences, on y en fait allusion. En tout cas, il y a une explosion là-dessus. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est d'aborder la mise en place de systèmes, d'organisation, de processus qui vont pouvoir gérer cette profusion, à la fois légale, ces nécessités organisationnelles, et ces réponses technologiques qui vont être effectivement également très, très, très variées. Et c'est ce qui a été travaillé au Canada, protection par conception, par défaut, par Anne Cavoukian, ancienne commissaire à la protection de la vie privée d'Ontario, et introduit, reconnu, on n'est jamais bien sûr reconnu ou rarement dans son pays, donc Anne a été reconnue par les Européens, par l'article 25 du RGPD. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, pour pouvoir fournir un cadre de gestion de la profusion réglementaire et également de la profusion des risques et des menaces par une approche
intégratrice et qui est ce qu'on appelle supra-législative et supra-méthodologie. L'enquête très intéressante que je vous recommande, écrivez-moi si vous voulez avoir le lien de Cisco. Donc Cisco, c'est plus de 53% de la commutation d'Internet mondial. Hein. Et c'est avec Apple dans la Silicon Valley, les gens qui disent « Ok, il faut y aller à fond parce que c'est notre avenir, protection des renseignements personnels ». Donc là, une étude internationale et qui cible très bien le fait qu'aujourd'hui, vous ne faites pas de privacy en termes d'organisation, vous ne vendez plus. Très concrètement, vous vendez avec 5 semaines de retard, ce qui financièrement donc, a extrêmement d'impact. Ils estiment le Canada à 5 semaines de moyenne de retard de vente liés aux problèmes de conformité et de démonstration de conformité. On y reviendra. Donc, la valeur de marque, vous avez, je présente au milieu financier au Canada la publicité de la, je vais me tromper, de la Maïf ou de l'autre assureur militant, et qui fait un spot de grande audience sur la protection de la vie privée. Et là, je vous assure, on parlait de l'impact en Amérique du Nord, et là, les Américains, Canadiens, Américains, s'aperçoivent que l'Europe en est à des enjeux de marque sur la protection des renseignements personnels, à un niveau d'audience de masse. Et c'est le choc. J'avais un comité de direction la semaine dernière à Montréal, c'était le grand silence. J'ai passé la publicité française, donc je crois que je me trompe dans l'assureur que je me suis... C'est ça, l'assureur militant, c'est Maïf. Bon, bah, je l'ai sur mon ordinateur, le truc est super bien fait, c'est bien designé, ça explique très bien les choses, tout est parfait, mais alors, les gens des finances, là, quand ils voient ça arriver, je leur dis que ça passe sur les 3 chaînes principales, que ça fait 20 millions d'audiences cumulées, que ça coûte tant millions de spots, voilà. Donc là, je vous introduis tout de suite dans le sujet. Quel est l'impact sur l'Amérique du Nord? C'est « Oh, ça existe, ça va nous arriver, c'est gros ». Alors ce qu'on fait pour gérer ça, on fait de la stratégie, de la tactique, des opérations, et on fait du monitoring, c'est-à-dire qu'on a un Security Operations Center 24 heures sur 24, 365 jours en sécurité. Et aujourd'hui, on intègre la privacy dans la surveillance, c'est-à-dire on va cibler avec des sondes des environnements où il y a beaucoup de données personnelles, puis on va remonter des incidents, puis à ce moment-là, on va pouvoir alerter des DPO qui vont pouvoir faire des analyses de risque, etc. On en est là dans notre approche d'intégration privacy plus security. Et c'est là où, je vous dis ça, bon, ok, ça me fait de la pub, c'est Hitachi, c'est très bien, mais ça vous montre aussi l'un des thèmes et ma conclusion, non seulement de l'impact de RGPD en Amérique du Nord, mais aussi de ce que l'Amérique du Nord est en train de préparer à apporter à RGPD. Bidirectionnel. Donc on va voir les différences de régime, parce que si on ne comprend pas la situation qu'il y a en Amérique du Nord, y compris sur des bases légales, on ne peut pas vraiment percevoir la différence qu'il y a avec le travail énorme dont je suis admiratif, qui a été fait par RGPD, et l'importance de la mise en application. Parce qu'on va voir qu'en Amérique du Nord, oui, il y a des bases légales dans certains endroits, mais que la pratique, l'implémentation, le contrôle sont aussi fondamentales que la loi elle-même, parce qu'il y a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées, et donc qui n'ont pas d'effet. Le deuxième point, c'est les impacts, 3 niveaux d'impact sur l'Amérique du Nord pour RGPD, impact légal, impact organisationnel et impact d'affaires, impact commercial. Troisième élément auquel je tiens beaucoup, c'est estimer une forme de convergence. C'est ce que l'approche américaine que je vais présenter va effectivement rejoindre le niveau qu'on a atteint en Europe. Et deuxièmement, est-ce que les Européens vont être réceptifs aux priorités, aux préoccupations américaines qu'on va voir, avec une exclusivité qui est une étude sur la fonction de Data Protection Officer en Amérique du Nord. Alors, pour commencer, on va... Au Québec, on dit mettre la table. Alors, mettre la table, ça veut dire aborder le sujet. Qu'est-ce qu'il y a comme autre expression bon, définir. Voilà, on met la table. Les régimes de protection. Quel est l'état de la situation? Alors, on définit les régimes de protection, puis ça, c'est en droit à Assas ou à Nantes en deuxième cycle ou autre part.
ou dans la certification de l'association américaine IAPP, CIPPE, qui est très bonne, on vous explique qu'on définit un niveau par est-ce qu'il y a une loi. Sur le secteur public, il y a souvent des lois. Donc le différenciateur, c'est est-ce qu'il y a une loi pour le secteur privé. Premier point. Le deuxième point, et la réponse est non pour les États-Unis, on verra que ça s'en vient. Je n'ai pas l'accent québécois, mais je vous mets quelques expressions. Donc ça s'en vient pour la Californie, qui est souvent le point de démarrage pour les États-Unis, au 1er janvier 2020. Est-ce qu'on a une conformité Est-ce qu'on a une conformité sur les principes OCDE? Donc 10 principes. C'est clair, dans la loi pour l'environnement commercial au fédéral canadien, on a 10 principes, et c'est clairement les principes OCDE qui ont été aussi des bases pour l'évolution de nos législations en Europe. Troisième niveau, donc là, oui, on a les principes dans la loi commerciale fédérale canadienne, et non, on n'a rien aux États-Unis. Le niveau supérieur, c'est celle de la directive de 95, dans lequel on va retrouver énormément d'éléments, bien sûr, dans le règlement de 2018, qui est la base du RGPD, et sur lequel la loi fédérale canadienne est alignée, PIPEDA, LPR PDE, loi sur la protection LPR, loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques. Alors vous savez très bien qu'un RGPD, il n'y a pas de support qui est défini, donc le papier est inclus, et que là vous voyez très bien que oui, le PIPEDA canadien est aligné sur les principes de l'OCDE et sur la directive de 95, mais que dans son titre même, il y a documents électroniques, ce qui pose une question sur le support papier, par exemple. Donc il y a des limitations. Alors, dernier niveau, évidemment, la référence, on va le voir, référence mondiale RGPD. Non, ce n'est pas d'alignement au Canada, et il y a une problématique dessus que le Canada doit adresser, et on en est extrêmement loin aux États-Unis. Ce qu'il faut voir, je le pointe, certains d'entre vous le connaissent parfaitement, et par contre les Nord-Américains vont le découvrir petit à petit, c'est que le cadre de référence européen, il a une star, c'est RGPD, mais il a une stratégie, une application qui est beaucoup plus large que RGPD. D'abord, e-privacy pour toutes les activités marketing. Vous savez que c'est en négociation pour passer un statut réglementaire, et que ça n'aboutit pas parce qu'il y a fondamentalement les affaires. Il y a le marketing en ligne qui est dans le domaine. Et que donc ça coince beaucoup en termes de négociation sur les 28 pays et avec les groupes de pression et les acteurs économiques. Bon. Le dernier point, lui, qui a été validé il y a quelques semaines, c'est la sécurité. Sécurité des infrastructures, des réseaux. Et ça crée un cadre. C'est ça le cadre de référence. Alors, c'est pas très maîtrisé, y compris en Europe. Mais du point de vue nord-américain, c'est pas vu du tout aujourd'hui. Alors, on va voir pourtant qu'ils pratiquent des éléments e-privacy, il y a des lois, et qu'il y a aussi un développement législatif en termes de sécurité, mais de manière très séparée. La différence, il faut bien se comparer à ça, c'est qu'en Europe, il y a une stratégie, elle est appliquée, elle se transforme sur le plan législatif. Il y a des organismes de contrôle qui sont aussi des organismes de recommandation, avec des défauts, mais ils ont les doubles. L'ANSSI, la CNIL ont à la fois des missions de conseil et à la fois des missions de contrôle. Alors, le point fondamental, toujours avant de parler des régimes canadiens et américains et du contexte dans lequel il faut analyser, c'est qu'il faut bien voir qu'on a un alignement, et peut-être que ça, vous n'en rendez pas compte. Depuis l'Europe, vous êtes la tête dans le guidon, vous travaillez dessus, les entreprises investissent en milliards maintenant, sur un niveau européen, donc c'est considérable. Alors peut-être que vous n'avez pas eu le temps de regarder ce qui se passe autour, mais on en est à 136 lois sur la protection des renseignements personnels dans le monde, et 145 avec les projets déjà avancés. Et ça concerne, 1er août, vous avez peut-être entendu parler, la mise en application de la loi brésilienne
qui est très restrictive dans un pays où il n'y avait pas de culture, pas d'historique. Donc, nous, on a des appels de banques absolument affolés, qui veulent des solutions voilà, enfin, du tout fait, là, voilà, et immédiates. Et la dernière loi mise en application, la Barbade, c'est une île. Mais ce n'est pas n'importe quelle île, c'est dans les Caraïbes et il y a beaucoup d'activités bancaires. Et autour, toutes les petites îles où il y a des activités bancaires, sur lesquelles il y a des très forts liens avec l'activité bancaire américaine, voire internationale, sont en train de faire un alignement protection des données, alignement RGPD. Et donc il y a beaucoup... La finance américaine est en train de découvrir aussi RGPD, si elle avait fait semblant que ça n'existait pas, à travers ses partenaires ou ses filiales dans les Caraïbes. Voilà. Donc, ce que j'ai appelé une épidémie, avec un petit côté provocateur, vous voyez que je reste quand même français. Mais, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer les autres développements législatifs, e-privacy, sécurité. Vous avez une loi dans l'État de New York sur la sécurité, avec une agence de contrôle et des amendes, d'ores et déjà. Hein, voilà. Alors, le Canada et le Québec. Alors vous avez tout de suite, vous voyez tout de suite que je distingue le Québec du Canada. Alors il y a d'autres provinces au Canada, elles ont aussi leurs spécificités, mais vraiment le Québec est le plus spécifique, y compris en protection des données. Tout simplement parce que vous avez, quand vous allez, on va voir les régimes, il y a des régimes spécifiques dans 3 provinces. Ceci dit, les 2 autres provinces ont des accords de collaboration avec le fédéral, ce qui n'est pas le cas du Québec. Bon. Et ce qui participe à la confusion et au manque de pratique, très clairement, et c'est ce qu'on va voir. Alors, le régime de protection canadien, il n'y en a pas un, il y en a 4, et puis même, on peut mettre un facteur 2. Alors pourquoi facteur 2 ? Parce qu'à chaque fois qu'on parle du fédéral ou qu'on parle des provinces, à chaque fois, il y a le public et le privé. Et il faut rajouter à ça, alors mettez facteur 8 à ce moment-là, la pratique. Parce que, alors je vous décris d'abord, avant de vous donner des informations sur la pratique, je vous décris le système. Vous avez une loi fédérale publique et une loi fédérale privée. On verra la portée, c'est-à-dire le périmètre. Le portée, c'est le terme québécois. Et ensuite, on a 3 provinces, dont le Québec, mais l'Alberta et le British Columbia, qui ont des régimes spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de définir leur propre loi de protection de données. Si vous prenez l'Alberta, il y a également, c'est le cas dans d'autres provinces, mais il y a une loi de très bon niveau sur les données de santé. Et si vous prenez British Columbia, eh ben, les liens avec l'Europe sont extrêmement forts, on le verra dans la présentation, mais je vous donne un autre élément qui n'y est pas. C'est qu'Elisabeth Denham, la directrice de l'ICO anglaise, le contrôleur anglais, et l'ancienne commissaire à la protection de la vie privée de British Columbia, et l'ancienne numéro 2 à Gatineau, c'est-à-dire près de, enfin, au-delà de l'autre côté, au Québec, mais en face de la colline parlementaire d'Ottawa, la capitale, qui est en Ontario, elle. C'est l'ancienne numéro 2 du commissaire à la vie privée fédéral, pardon. Fédéral. Voilà. Alors les autres une fois qu'on a ça, ça veut dire que les autres provinces, dont l'Ontario, qui est le plus gros pôle économique canadien, avec Toronto, sont sous régime fédéral. C'est-à-dire ils n'ont pas adopté de régime spécifique. Bon. Il faut commenter ça en disant que si on prend une province comme le Québec, c'est vrai par ailleurs, les institutions publiques, qu'elles soient 100% publiques, qu'elles soient entreprises d'État, avec des lois sur les entreprises d'État, etc., bon, différents statuts, il y a une très forte pratique. Il y a une très forte pratique très restrictive. Et quand on est un connaisseur de RGPD, qu'on l'a lu plusieurs fois, je suis sûr que vous l'avez fait, et que vous connaissez bien le titre, et que vous connaissez la deuxième partie du titre qui est sur la liberté de circulation de l'information, des données personnelles, pas seulement sur leur protection, mais c'est un régime qui a 2 objectifs, de protection et de circulation. Eh bien, quand vous discutez avec les équipes gouvernementales, l'application des lois de protection de renseignements personnels publics amène à des blocages
Ils n'arrivent pas à moderniser, ils n'arrivent pas à faire leur transformation digitale, pas en appliquant les lois publiques. Donc il y a une forte application loi publique. J'ai été formé en sécurité de l'information par le RSSI du domaine de la santé au Québec. Et voilà, ils font vraiment le boulot, avec les mêmes problématiques qu'on a en Europe, de moyens, de gouvernance, de reconnaissance par la direction, etc. Mais il y a vraiment dans le public un gros boulot, à fortement distinguer de la culture et de l'historique en privé. Voilà. Et ça, qui est extrêmement, dont le niveau moyen est extrêmement faible, à la fois de maturité, à la fois d'historique, à la fois de connaissance du domaine. Voilà. Dans le public, c'est pas pareil. Et compte tenu du fait qu'ils ont un cadre législatif, j'allais dire, de première génération, c'est-à-dire niveau OCDE, il n'y a pas cet objectif de protection plus circulation des données. Et aujourd'hui, c'est un enjeu organisationnel et de performance des organismes publics, très clairement. Alors, il faut rajouter à ça des éléments de e-privacy. Ça s'appelle CASL en anglais, ça s'appelle loi anti-pourriel. C'est un peu moins joli, mais ça fait très mal. Et c'est la seule loi qui fait mal, à coût de centaines de milliers de dollars, régulièrement, 100, 200 000 dollars. Ça peut aller, c'est pas appliqué, mais jusqu'à $1 million, et se répéter, mais c'est pas appliqué. Ceci dit, donc c'est la seule loi de protection des renseignements personnels qui est appliquée au Canada assez récemment, hein, c'est pas très ancien, mais qui a des effets et sur lequel donc les métiers du marketing, les entreprises ont dû faire attention. Voilà. Donc ça vous permet de comprendre un peu le niveau de maturité. Alors, il y a un statut, on va y revenir, d'adéquation qui a été reconnu entre le Canada et l'Europe, reconnu par la Commission européenne, qui est un statut partiel. Parce que, d'où l'intérêt de connaître le régime de protection canadien, parce que la Commission européenne ne reconnaît que le cadre de protection commerciale fédérale. C'est-à-dire que le public n'est pas reconnu et que les lois provinciales ne sont pas reconnues. Donc le Québec n'a pas de statut d'adéquation. Il transfère des données sans autre protection, sans autre système de protection juridique avec la France, dans une espèce de zone grise, au titre de la reconnaissance. Il faut dire qu'il y a des grandes difficultés, comme vous le savez, dans l'action sur la protection des données et les régimes associés avec les États-Unis, avec, on verra un peu plus loin. Il y a par contre une extrême bienveillance avec le système canadien qui est beaucoup plus proche du système européen, même si il n'est pas équivalent, mais il y avait un vrai alignement avec la directive de 95. Voilà. Alors ce qu'on peut dire aussi avec ce régime, c'est que les organisations, en fait, ne pratiquent pas beaucoup, ne cherchent pas beaucoup, puis ont une assez forte justification à le faire. C'est-à-dire que c'est assez compliqué de savoir, en particulier si vous êtes une moyenne petite organisation, si vous êtes sous régime fédéral, local. Voilà. Si vous ajoutez à ça qu'il n'y a pas l'historique européen, référence bien sûr à la guerre, à l'exploitation des données pour les objectifs de ségrégation raciale, tout ça n'est pas dans l'historique, n'est pas dans la culture, n'est pas dans la mentalité. Je veux dire, c'est pas du tout le partage qui a pu être fait, même à un niveau personnel. C'est-à-dire que dans les familles, ça n'a jamais été un sujet. Voilà. Donc ça remonte à ça. Voilà. Mais il est vrai qu'en dehors de ces aspects tout à fait fondamentaux de différenciation entre l'historique, la situation européenne et la situation nord-américaine, la complexité canadienne, puisqu'on parle de celle-là, incite à l'inaction. C'est-à-dire que quand vous avez des données, quand vous allez chercher des données à l'international pour une entreprise canadienne, vous êtes sous fédéral. Quand vous les rapatriez à Montréal, vous tombez sous loi québécoise. Alors vous allez trouver des principes équivalents, mais vous allez trouver des mesures, des concepts juridiques, puis votre avocat
de Montréal va bien vous souligner qu'il faut respecter les lois québécoises, parce que lui, il facture à la minute, quelquefois aux 30 secondes. Donc, ce n'est pas non plus les mêmes pratiques juridiques. Donc moi, nos clients ne veulent pas voir leur avocat. Vous avez un statut... Alors, les entreprises qui sont d'organisations fédérales, télécom, banque, ce qu'on appelle, nous, les entreprises et les infrastructures critiques, sont sous loi fédérale, souvent. Alors, vous pouvez avoir à Montréal des gens sous loi fédérale qui vont chercher, dont le partenaire sous-traitant va chercher à l'étranger sous loi fédérale, traite au Québec sous loi québécoise, et quand il va au siège, puisque les banques ont toutes transféré leur siège à Toronto, et quand ce sous-traitant envoie les résultats de traitement, par exemple, à Toronto, il est sous loi fédérale à nouveau. Bon. Donc, résultat des courses, bon, c'est bien gentil, mais on arrête, et on va voir la conséquence de tout ça. La conséquence de tout ça s'appelle RGPD. Le renouvellement de la décision d'adéquation est un enjeu. C'est clair que les annonces récentes, les mesures, les évolutions législatives récentes sont très liées à cette perspective, parce que c'est un avantage compétitif. Vous savez que vous avez 11 territoires pays dans le monde qui sont adéquats, que le Japon a fait récemment des efforts considérables pour obtenir, que la Corée en fait, que des pays comme Maurice ont adopté avec un objectif officiel d'adéquation en 2018, une mise à jour de leur loi sur la protection de données. Donc c'est un enjeu international aujourd'hui, cette adéquation. Le Québec là, le Canada là, mais on a vu qu'il y avait une reconnaissance partielle, et donc il va falloir. Alors les commissaires et les autorités européennes, dont le regretté commissaire, je crois qu'il était commissaire, et je vais écorcher son nom, le commissaire d'origine italienne qui est décédé récemment, était très très conciliant avec le Canada. Ça n'aide pas. Quand vous êtes en Amérique du Nord, quand vous êtes au Canada et que vous avez un environnement européen, des commissaires ou des responsables européens qui vous disent oui, il faut que vous fassiez des efforts, mais vous avez le temps, puis vous êtes déjà à un bon niveau, puis ça ne doit pas être équivalent, vous allez faire ça à votre manière. C'est perçu au Canada. Voilà un des impacts de l'Europe, pas de RGPD, mais de son système d'application, son système d'interprétation. Voilà quelque chose de très, très néfaste. Et je vais y revenir. Il faut des signaux extrêmement clairs de la part des autorités européennes sur l'application des RGPD. Sinon, c'est très brouillé, très rapidement, et les efforts sont en recul très fort. Là, il y a eu un effet. Alors, le commissaire, je crois, Buttarelli, était certainement très très bonne ressource, très reconnue, qui a fait énormément. De ce point de vue-là, sur le fait qu'il faut une prise de conscience d'urgence et de changement au Canada et dans les provinces, non, ça n'a pas été le bon discours, ça n'a pas été la bonne chose. Autre problématique au Canada, c'est les accords internationaux. Parce que quand on signe avec l'Europe, puis on en parle encore beaucoup puisque la mise en application se fait, on ne parle pas de données. Alors j'en ai discuté avec le responsable en chef des négociations des accords de libre-échange Canada-Europe pour le Québec, Monsieur Johnson, et puis il m'a dit effectivement, il nous manque deux choses, la coopération avec l'Afrique en particulier, et puis les données. Bon, il se trouve que c'est extrêmement, avec RGPD, on va le voir l'impact, avec l'adéquation, c'est extrêmement bien géré. Mais ce n'est pas du tout le cas dans les autres accords du Canada, car le Canada a une façade américaine, c'est clair, avec les États-Unis, et puis ensuite centra-américaine avec le Mexique, c'est les accords Canada, Mexique, États-Unis, et une façade pacifique avec un acteur qui rentre et qui sort, qui est les États-Unis, mais qui influe. L'accord pacifique, l'accord dit transpacifique, qui est maintenant dit progressif, etc., je vous passe l'historique de tout ça, sinon on y est demain, mais le point, c'est que c'est le premier accord international qui traite de données et de transfert de données. Et il les traite avec une vision américaine, c'est-à-dire, alors, sur la protection intellectuelle, un régime assez protecteur, et là on reconnaît les fournisseurs de technologies américaines
et leur impact. Hein, on protège le droit intellectuel. Par contre, pour la donnée, en particulier la donnée personnelle, alors là, on est beaucoup moins protecteur. Ben oui, puisque ces grandes sociétés américaines s'alimentent avec de la donnée mondiale. Et donc là, ils souhaitent avoir des accords internationaux qui sont beaucoup moins protecteurs. Donc on a des restrictions dans ces accords internationaux. Le premier, le Pacifique. Le deuxième, le Canada, États-Unis, Mexique. On a des restrictions sur la possibilité de localiser les données. Et quand vous assistez aux conférences au Salon Data, vous voyez que la souveraineté sur les données, la localisation des données, est un sujet extrêmement sensible, et en particulier sur les données publiques. Eh bien, là, dans le régime de Transpacifique, dans le régime Mexique-Amérique, un des pays de l'accord qui prendrait des mesures de localisation des données s'exposerait à des représailles des autres pays. Alors, quand on a dans la liste des pays de l'accord les États-Unis, on voit ce que ça donne actuellement, on n'a pas du tout envie d'avoir des risques de représailles, on n'a pas besoin de ça. C'est l'objet des accords. C'est évidemment totalement incompatible avec RGPD, où non seulement on doit savoir d'où partent les données, d'où elles vont, mais que si on n'a pas les garanties équivalentes, on doit prendre des mesures pour les protéger, et donc des mesures, y compris de restriction sur le transfert des données dans des environnements qui ne seraient pas couverts avec des mesures techniques, organisationnelles, juridiques, avec les mêmes garanties. Voilà. Alors, ça c'était pour le Canada. Maintenant, concernant le Québec, qui est assez différenciateur, on a un système qui est assez développé, mais qui n'a pas été mis à jour, avec le droit civil québécois, le Code civil du Québec, la Charte des droits et une loi de protection des renseignements personnels. Donc le système est complet, mais il n'a pas été vraiment mis à jour. Et le deuxième point, c'est que la commission, on a une CNIL québécoise, il y a des gens compétents, mais il n'y a pas de pratique. Elle a des attributions pour enquêter, mais en fait, il n'y a pas vraiment de pratique. Donc là, on voit bien, c'est l'un des intérêts de comparer l'Europe et l'environnement nord-américain, c'est que très loin de là, la loi ne suffit pas. Il faut également une pratique et une implémentation. Alors, on est toujours au Québec avec les recommandations, et on trouve sur le Trésor, sur les recommandations publiques, des très bons guides qui concernent la protection des renseignements personnels, y compris dans ses aspects les plus modernes, là, en l'occurrence, le cloud. Okay, donc voilà, on a tout ça. Alors aux États-Unis, quelle est la situation? Premier point, c'est qu'on n'a pas de régime universel, ce qui existait au Canada. On a un Privacy Act qui concerne le domaine public et qui date de 1974, donc très ancien et très ciblé. Donc on a des environnements, en l'occurrence publics, dans lesquels il y a une forte protection des données personnelles. Deuxième point, on a une approche sectorielle. Loi de 99 sous Clinton pour la protection des renseignements personnels, pas seulement d'autres mesures, dont certaines sont accusées d'avoir favorisé la crise de 2008, mais d'autres mesures qui datent de 99 sur la protection des renseignements personnels. Troisième élément qui est important, et lui qui est beaucoup plus récent, d'initiative populaire, d'un tout petit groupe de personnes qui a utilisé la loi californienne pour mettre en place le fameux CCPA, qui est la première grosse initiative qui peut être considérée comme un alignement, on va voir ces différences, avec RGPD aux États-Unis, et qui est suivi de beaucoup d'effets, évidemment d'effets d'attraction ou d'effets d'exemplarité sur d'autres États américains. Le caractéristique de tout ça, et on le voit avec les déclarations sur les bris de données, c'est l'éclatement massif. Ce que je connais, alors on peut peut-être prendre d'autres exemples, mais sur les violations de données, vous avez 50 lois aux États-Unis. Voilà. Donc moi j'ai un client de Colombie-Britannique qui distribue des produits alimentaires
Et quand il m'a appelé, j'ai eu plusieurs heures où ma base courriel était hackée. Ça a fait des envois de courriel chez tous mes destinataires. Je ne sais pas trop où ça a été. Déjà, première réaction, pour vous donner, et on verra après les modes d'organisation, mes premières réactions, c'est ne me parlez pas d'Europe. Peut-être que ça a été en Europe, mais je ne veux pas l'entendre parler. C'est-à-dire, ça fait peur. Ça veut dire. Mais dites-moi, pour les États-Unis, j'ai beaucoup de clients américains, donc dites-moi. Première réponse que je lui ai faite, c'est où est-ce que ça a été? Ben, je ne sais pas, mais il va falloir plusieurs heures ou peut-être plusieurs jours pour savoir de manière certaine où ça a été. Mais je peux le savoir. Bon, voilà. Et la réponse a été, vous savez, il y a 50 lois. Il y a 50 lois sur le domaine aux États-Unis. Voilà. Donc, ça vous donne une mesure de la difficulté, de l'éclatement. Et on a face à ça 15 projets, donc le premier en application en Californie au 1er janvier. Et on a une quinzaine de projets qui sont en cours. Donc c'est vraiment le grand développement, la prochaine zone de développement de la privacy du niveau international et aux États-Unis, même si ce n'est pas su ou ce n'est pas vu aujourd'hui. Il y a dans ces 15 projets un projet fédéral qui est très incertain, qui est pris par certains comme une tentative ou qui pourrait être une tentative de diminuer l'impact de projets de bon niveau local, hein, d'État. Ça, c'est très incertain. Par contre, vous avez des réalités. 1er janvier, le CCPA californien, et en Ohio, deuxième exemple, une loi sur la protection des renseignements personnels qui a plusieurs innovations. Innovation juridique quant à la responsabilité et aux capacités de démontrer sa conformité. Reconnaissance des normes et des méthodologies, standards du marché, tel ISO, NIST et d'autres méthodologies comme éléments de conformité. C'est la première fois. Voilà. Donc il y a une appropriation du domaine et il y a une vision américaine qui est en cours de développement. Grosse problématique, Cloud Act. Tout à l'heure, j'ai entendu citer ça dans les couloirs. Il y avait aussi de l'incompréhension. Des gens connaissaient, des gens ne connaissaient pas. C'est en fait une loi américaine. C'est l'une des plus problématiques. Ce n'est pas la seule qui pose problème aux autorités européennes et canadiennes à la fois. Elle est quand même extrêmement problématique. Elle a comme origine la collaboration entre autorités pour l'accès aux données à l'étranger. Donc normalement, c'est une base juridique intéressante. Sauf que la pratique américaine en fait un moyen d'accès aux données sur les filiales américaines à l'étranger, sur les serveurs américains à l'étranger. Et uniquement Amazon a 40% des données mondiales dans ces serveurs. Donc ça pose un problème fondamental. Pour mettre en place... Alors, je vois, pour vous donner toujours ce rapport entre l'Europe, le Canada et une vision canadienne, je vois très clairement au Canada ces puissantes organisations du cloud américain qui ont beaucoup d'influence, qui ont des avocats très talentueux, et je le vois dans les articles, je le vois dans les discours, dans les interventions, dans les recommandations. Je vois une minimisation de Cloud Act qui est organisée. Et le discours est « c'est pas si grave, c'est compliqué à mettre en place, il ne faut pas s'en inquiéter ». La réalité, c'est que les gouvernements, les provinciaux canadiens sont en train de mettre des données publiques sur des serveurs de filiales américaines et qu'un shérif, une autorité donc locale états-unienne, avec un juge, délivre des obligations à Microsoft qui ne lui plaisent pas du tout à Microsoft, mais sur lequel il peut avoir des recours. C'est une procédure, on est dans un cadre légal, mais sur lequel, au bout du compte, il ne pourra pas résister. Voilà. C'est le cas du Cloud Act, qui pose officiellement... Alors, tout ce qui concerne les États-Unis est très difficile à adresser par les autorités, y compris européennes, mais qui pose maintenant officiellement et par écrit problème à la Commission européenne, et qui pose aussi problème aux autorités, à certaines autorités canadiennes, en particulier aux autorités de protection des renseignements personnels,
puisqu'on a vu dans le rapport Equifax fait par le commissaire canadien à la protection de la vie privée que les organisations américaines se servaient au Canada dans ces cas-là de manière éhontée et sans aucune mesure de protection et d'égard. Bon. Alors, c'est extrêmement impactant. Vous avez un événement qui change la donne au Canada et au Québec qui a quelques semaines. C'est un bris de données, une violation de données dans une institution qui s'appelle Desjardins, qui est une banque assurance, qui est la banque assurance de toutes les familles québécoises et qui est une grande institution, y compris reconnue comme telle au Canada. C'est massif, comme on le connaît, comme on l'a connu par ailleurs, sauf que le Québec, parce qu'il n'est pas rentré dans une transformation digitale massive, parce qu'il n'avait pas subi ça jusqu'à maintenant, se sentait assez protégé. Voilà. Donc il y a des signaux d'alerte très très forts. Il y a une bonne réaction, mais le bris montre que les mesures de protection n'étaient pas forcément, les mesures à la fois technologiques et organisationnelles, n'étaient pas forcément au niveau. Pour mémoire, pour information, c'est un employé qui a fait une copie de données et qui les a vendues. Donc on n'est pas dans des problèmes purement de cybersécurité, hein. On est des problèmes de sécurité globale, sécurité humaine. Donc finalement, un problème qui reste et un problème fondamental. Alors les impacts, on va avoir 3 impacts. Les impacts légaux, économiques et organisationnels. Les impacts du RGPD sur l'Amérique du Nord. Première chose, impacts légaux. Première chose que j'ai vue, c'est clairement des organisations qui prenaient en compte RGPD parce qu'elles voulaient travailler en big data avec des fournisseurs ou avec des clients européens, et que donc, même si elles n'avaient pas de travaux de conformité particulièrement lourds, elles faisaient bénéficier à leurs clients et à l'ensemble de leurs clients de mesures renforcées. C'est pour ça que printemps 2018, avec le journal Le Quotidien de Québec qui s'appelle Le Soleil, il y avait un article qui mettait en exergue le fait, et qui titrait sur le fait que la meilleure protection pour les données québécoises était le RGPD. Bon. Donc c'était assez surprenant. Et c'est vrai que les organisations se sont alignées, celles qui ont commencé à travailler, je pense à une organisation dans la finance, je pense dans l'aéronautique qui est très important, au Québec par exemple, se sont alignées assez rapidement sur RGPD en constatant que la complexité canadienne que je vous ai présentée allait être mal gérée en combinaison de ce qui devenait une norme de fait, le RGPD. Donc premier impact, l'extraterritorialité, ses impacts locaux, ses impacts sur le choix d'un processus interne unifié. Deuxième point, c'est que vous aviez une loi canadienne sur la protection des données qui était votée en 2015, mais pas appliquée sur les déclarations de violation de données. Elle a été appliquée en 2018, 1er novembre. Vous avez des obligations sur les organisations, au moins, qui dépendent du fédéral, c'est-à-dire qui transfèrent des données en interprovincial, ou qui sont sous régime fédéral directement. Et là, vous avez un processus qui est très très proche de celui qui a été adopté pour RGPD, à l'exception d'une des mesures les plus contestées, qui est celle des 72 heures. Donc ils n'y sont pas là, mais c'est en fait dans les meilleurs délais. Alors, est-ce que vous préférez avoir une règle de 72 heures ou vous retrouvez devant un juge qui apprécie si vous avez respecté les meilleurs délais? Je crois que ça se discute. Mais en tout cas, il y a exactement le même principe de prise en compte de l'information, d'analyse du risque et d'avertissement des parties prenantes s'il y a risque pour les données personnelles. Ça, c'est au Canada. Évidemment, autre impact légal, c'est la loi californienne, alors qui n'est pas exactement comparable dans ses mesures, dans ses limitations en termes des organisations appliquées. On a aussi, pour certaines mesures dans RGPD, une limitation
à la taille de l'entreprise, mais en fait très peu applicable. Vous le savez. Là, ça concerne, il y a des limitations au chiffre d'affaires, on a des limitations sur les concepts. On est sur une loi sur les consommateurs, on a une approche assez différente. On a également la possibilité, c'est pour ça qu'elle a été votée extrêmement rapidement, sous la pression du fait que si elle avait été adoptée directement comme initiative populaire, elle aurait été non modifiable. Et donc, les GAFAM avaient extrêmement peur, et donc on suggérait très fortement aux législateurs d'adopter une loi. Mais cette loi a été adoptée donc extrêmement rapidement. Elle a été adoptée par le processus législatif classique, et donc très mal. Il n'y a aucun processus de négociation de 4 ans comme RGPD. Okay, et elle est modifiable. Donc il y a des fortes... il y a des risques qu'elle soit... N'en reste pas moins que c'est la première initiative d'ampleur pour la protection des renseignements personnels en Amérique du Nord et qu'elle va donner le là. Au Canada, comme on l'a dit, il y a un intérêt très fort à maintenir le statut d'adéquation. Il y a des développements technologiques qui ont été soulignés avec la présence de la mairie de Montréal dans un panel précédent. Il y a des leaderships forts en intelligence artificielle, il y a un développement technologique très fort, donc il y a un intérêt à aligner aussi bien pour la reconnaissance internationale que pour pouvoir préserver la compétitivité des organisations. Il y a enfin une initiative et un soutien politique à une transformation assez importante qui prend le terme de charte digitale et sur lequel on attend les mesures concrètes. Le tout devrait se passer assez prochainement, en 2020, puisque le renouvellement de la commission est en 2020. Je pense qu'on en a déjà parlé, des impacts. Alors les impacts économiques, il faut savoir, deuxième niveau d'impact, il faut savoir que RGPD a été vu comme une mesure diabolique de l'Europe par beaucoup, pas seulement par une frange très minoritaire de gens peu informés, etc. Encore récemment, c'est-à-dire il y a quelques mois, 6 mois, l'associé d'un très grand cabinet mondial à Montréal déclarait devant ses clients, j'étais présent, que RGPD était une mesure financière, était une initiative de récupération financière de l'Europe sur les GAFAM. Bon. Voilà, ça montre une méconnaissance très très forte à la fois de ce qu'on peut obtenir en protection de données personnelles et en comparaison de ce qu'on peut obtenir par exemple dans le droit de la concurrence, qui est infiniment plus ancien, appliqué et beaucoup plus puissant. Bon, donc il y a... Voilà. Mais c'était vu quand même pas mal comme ça. Hein. C'était vu comme ça, comme une initiative de protectionnisme ou initiative avec des arrière-pensées financières. Bon. On a vu que pour l'instant, c'était assez modeste. Alors, deuxième impact économique, c'est que, et on parle pas seulement de quelque chose d'européen, on parle de la campagne de Cambridge Analytica, Aggregate IQ, pourquoi je cite ça? C'est parce que c'est la sous-traitance par Cambridge Analytica dans le cadre du Brexit des données Facebook illégalement récupérées. Et Aggregate IQ, c'est une société de Victoria, c'est au Canada, et elle a reçu des mesures de décision européenne et contraignantes quant au traitement des données qu'elle avait faites sans fondement légal en tant que sous-traitant. Donc, le Canada est très impacté même si ce n'est pas reconnu comme tel, mais le Canada a une implication très forte dans le traitement de données qui a posé problème dans les grandes étapes. Ashley Madison, site de rencontre, était canadien. C'est le premier grand bris de données qui a marqué l'histoire de cette évolution. Deuxième élément extrêmement fort, le rapport vient d'être rendu très récemment au Canada,
avec des impacts également, des conséquences sur les mesures proposées par le commissaire canadien Equifax. Bon, voilà. La troisième grande date, c'est après la vie personnelle, la finance et les agences de crédit. Il faut savoir qu'on est noté sans arrêt et on a une vie sociale et on a une vie économique et donc un peu sociale en Amérique du Nord, très très liée à ces cotations de crédit. On donne des crédits, on ne donne pas des crédits, on donne les taux, etc. C'est Equifax qui le fait. Donc beaucoup plus que chez nous. Et avec une boîte noire de calcul de notre niveau de crédit qui reste très très peu transparent à ce jour. Donc c'est des gens qui ont été reconnus après enquête comme très négligents et qui ont même sans négligence des impacts de toute façon très très forts sur les vies privées. Okay. Donc Cambridge Analytica, c'est le troisième niveau, la troisième grande date, la manipulation politique avec l'élection de Trump, le Brexit, et à chaque fois on retrouve le Canada. Bon, donc il y a des impacts là-dessus. Alors les impacts organisationnels, c'est un peu ceux qui m'intéressent le plus, parce que peut-être que ce sont les plus durables. Les Nord-Américains ont découvert que RGPD introduisait une responsabilité dans la chaîne d'approvisionnement entre responsable du traitement, sous-traitant, et que tout le monde était lié, et que tout ça... Alors il y a des affaires comme Ticketmaster qui démontrent très bien ça, avec une banque californienne qui prend beaucoup d'actions et beaucoup d'effets, Ticketmaster qui ne fait pas grand-chose, une société de développement qui a fourni un code Java qui est à l'origine du bris. Voilà, ils ont eu les démonstrations de ça, ils ont découvert ça, et ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir, parce que c'est pas dans la culture, ça, d'être lié en responsabilité sur les données personnelles, et d'avoir des mesures à prendre là-dessus, ça change beaucoup. Je vais un petit peu accélérer, mais je crois qu'on est quand même correct. Alors, changement organisationnel avec une exclusivité. Je soutiens le travail de Mathilde Kank, qui est une étudiante en master à l'ICEP en Île-de-France, et qui fait une étude sur les fonctions de Privacy Officer, Data Protection Officer au Canada. Et là, vous avez, la thèse va être présentée à l'automne, et donc vous avez des premiers éléments de ce travail pour lequel je suis tuteur. Alors, premier élément d'organisationnel, configuration d'organisation qu'on trouve, c'est que vous avez un Data Protection Officer type RGPD, donc définition, 3 articles dans le RGPD, vous le savez, en Europe, et puis il n'y a rien de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, c'est une configuration qu'on trouve. Deuxième configuration, on a un Data Protection Officer, ou deux d'ailleurs, j'ai un cas dans l'aéronautique où vous en avez un en Allemagne, un en Angleterre, et les gens au Canada reçoivent toutes les politiques RGPD, et c'est appliqué comme tel, de manière globale, corporate, donc à un haut niveau de maturité, avec des formations en ligne, avec des contrôles sur les formations, et avec, si les formations ne sont pas passées, des retenues sur salaire. Donc des choses très fortes qui viennent d'Europe, qui ne sont pas 4G en Europe, qui sont faites en Europe. Troisième configuration qu'on trouve dans cette étude, une configuration, on a un Privacy Officer, donc pas obligation et droit RGPD, et un DPO en Europe. Alors ça, c'est une configuration assez haut de gamme, où on va avoir un DPO en Europe qui est très orienté légal, très orienté suivi des autorités, parce qu'on va le voir, c'est une grosse problématique des organisations américaines, c'est de suivre l'activité européenne, suivre la volonté, suivre l'approche européenne, c'est compliqué depuis l'Amérique du Nord, et d'avoir un Privacy Officer qui, lui, va être plus près de l'efficacité, du processus, de la technologie, c'est-à-dire de l'approche américaine. Alors, dernière configuration, vous avez un Privacy Officer, y compris dans les organisations qui ciblent le marché européen ou qui font des affaires avec le marché européen. Il n'est pas sous égide RGPD, et il n'y a que ça. Alors, vous allez me dire, il y a déjà quelque chose. Oui, parce que les organisations, il n'y a rien, où ça cible le marché européen. Mais là, il n'y a que ça, c'est pas RGPD, c'est pas DPO, et il n'y a que ça.
parallèlement à ça, il faut que vous croisiez, je vais vous donner quelques chiffres, mais avec les défis qui sont relevés par cette étude et les enjeux. Mais sachez que 60% des répondants parlent de conformité RGPD. Et parallèlement, beaucoup disent qu'ils n'ont pas de DPO, l'essentiel. C'est-à-dire, en fait, il y a très peu ou pas du tout de DPO RGPD en Amérique du Nord. Mais 60% se disent conformes dans le cadre du RGPD. C'est-à-dire que c'est une déclaration contradictoire et qu'un pourcentage élevé d'entreprises se déclarent donc en conformité ou avec des travaux de conformité ou un certain niveau de maturité et avec un élément fondamental qui ne l'est absolument pas. On peut parier, ce n'est pas l'étude, mais que le représentant européen, pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas de présence en Europe mais qui travaillent avec l'Europe depuis l'Amérique du Nord, n'est pas non plus respecté. Alors, toujours dans cette étude, on a des grands défis qui sont ressentis, assez classiques. Vous ne serez pas très étonnés, c'est aussi les défis pour les organisations européennes, avec, comme je le disais, un éloignement et une culture qui est assez éloignée. Donc les 72 heures, la portabilité et tout ce qui concerne la protection par conception et par défaut, Privacy by Design et Privacy Impact Assessment. Les risques perçus ou réalisés, les problèmes avec les autorités de contrôle et les contrôles eux-mêmes, les spécificités nationales, c'est-à-dire RGPD qui est unificateur, et puis ensuite des modalités d'application qui rediversifient les règles. Alors ça, c'est très difficile à comprendre en Amérique du Nord. Ok, on nous donne un objectif d'unification, puis après on se retrouve avec du 13-16 ans pour les enfants, puis après on se retrouve avec, etc., etc. Alors voilà, ça c'est très mal perçu, très critiqué de manière acerbe, et puis les avocats se régalent avec ça. On vous parle beaucoup du RGPD, en fait, c'est comme d'habitude, là il y en a plein de partout, puis il y a plein de règles, et puis il y a plein de choses. Ok. Alors maintenant, je vais vous parler de la façon dont les Américains gèrent ça, les impacts, comment ils intègrent ça. Alors, premier point, c'est qu'il y a un renversement global des priorités. On va d'abord analyser le risque de l'entreprise, ça c'est très important, et puis on va comprendre ses besoins. On commence d'abord par ça. On a ensuite des enjeux qui restent très forts, surtout sur tout le cœur de l'économie avec les sociétés de moyenne taille, de transformation numérique. Je pense qu'on est encore là en Europe, mais sachez qu'on en est encore beaucoup là aux États-Unis. Même dans le milieu financier, toutes les entreprises de la finance de taille moyenne sont en pleine transformation de leur plateforme numérique. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Et vient après la conformité, éventuellement avec un aspect documentaire. C'est-à-dire, OK, faut qu'on, là, pour le client, il faut qu'on fournisse des éléments de preuve, donc on va cocher des cases. C'est pas partout pareil, évidemment. Il y a des approches très matures également. J'essaye de vous donner un tableau, mais globalement, c'est quand même d'abord l'efficacité, d'abord la transformation numérique et une couche de transformation qui est de conformité qui est voulue pour l'instant assez rapide. Alors, quand il y a un alignement RGPD, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un alignement sur la privacy, un travail sur la privacy, qu'est-ce qui se passe? Premier point, c'est clairement aujourd'hui un élément RGPD pour des raisons de paysage extrêmement morcelés ou deuxièmement juridique, morcelés juridiquement ou pas à jour. Donc clairement, je ne sais pas si vous en apercevez, mais vous avez un leadership, une espèce de normalisation RGPD qui est très forte, y compris dans le monde entier, mais y compris en Amérique du Nord. Le deuxième point, c'est qu'on va se baser là-dessus pour créer ce qu'on n'avait pas dans la plupart des organisations, c'est-à-dire une gouvernance et un programme de conformité. Et ça, on sait beaucoup faire dans la plupart des organisations américaines, ce qui est de l'organisation, ce qui est du processus. À partir du moment où on part là-dessus, on est à l'aise. Et on va prendre RGPD comme base pour le faire. Le troisième élément, c'est qu'on va s'adapter aux réglementations locales. Évidemment, quand on est dans la santé et dans la finance, on a des choses très fortes, mais aussi aux éléments locaux. Voilà dans l'ordre comment ça se
passe. Donc, vous, avec votre connaissance RGPD, si vous avez des projets en Amérique, aux États-Unis, au Canada, vous avez quand même les bonnes bases. C'est ça le message. Et l'alignement se fait comme ça. Alors, les prochaines étapes, clairement, c'est, je vous le disais, il faudrait que les messages des autorités de protection de la Commission européenne soient extrêmement clairs, y compris pour la facilité d'intégration dans les organisations, pour la pratique de notre pratique de conseil et la pratique de nos confrères en interne dans les organisations, pour qu'ils soient supportés par les directions, puisque sans ça, les organisations vont se dire, OK, s'il n'y a pas d'application très très forte, on va avoir une application molle de la conformité, protection de données. Voilà. Alors, mon dernier point, vers une convergence, l'efficacité économique, le leadership réglementaire européen. Le premier point de convergence, c'est les travaux d'Anne Cavoukian en Ontario, Privacy by Design, reconnu par l'article 25 du RGPD, et sur lequel, nous, chez Hitachi, on est très, très concentrés. C'est ce qu'on fait, parce que c'est là où il y a l'efficacité organisationnelle, et qu'il y a effectivement aussi l'accompagnement des organisations, y compris en Europe, qui ne sont pas avancées là-dessus. Deuxième point de convergence qui me semble très important, le commissaire de la Colombie-Britannique, qui a déclaré dès 18 mois, eh bien, on n'est pas à jour, mais RGPD, c'est très bien, et si vous êtes conforme RGPD, bah, vous serez conforme en Colombie-Britannique, sous-entendu, vous serez conforme au Canada, parce que c'est très très proche, c'est jugé similaire à la loi fédérale. Donc ça veut dire que vous serez conforme au fédéral, et vous serez prêt et compétitif à l'international, publié dans un très bon rapport comparatif il y a 18 mois. Le troisième élément qui me semble extrêmement important et porteur de pistes pour l'efficacité en Europe, c'est la standardisation américaine, le NIST, et un très très gros succès parce que très flexible, très orienté processus d'entreprise en cybersécurité, et un développement actuel, donc ça depuis 6 ans, et un développement actuel d'un cadre de privacy et d'un cadre de privacy plus security. Alors je participe à ce développement de cadre, et pour moi, ça, c'est le vrai lancement de la privacy dans les organisations américaines, parce que c'est à l'américaine, c'est organisationnel, c'est souple, c'est non réglementaire, c'est supralégislatif, et je pense que c'est très intéressant pour les organisations européennes. Nous, on travaille avec ça, avec Privacy by Design et sur son opérationnalisation, et avec un cadre qui adresse les deux problématiques liées aux problématiques opérationnelles, protection des données, cybersécurité. L'autre élément, c'est bien sûr que tout ça combine une approche supra-réglementaire. 145 lois à court terme, vous ne pouvez plus suivre toutes les lois en tant qu'organisation. Et un point très important, accompagnement au changement, discours vis-à-vis de vos décideurs, ça vient encore des États-Unis, c'est la gestion des bénéfices de conformité. Parce que je trouve en Europe une approche très sérieuse, très réglementaire, mais qui ne met pas en valeur ce que ça apporte. Là, vous avez un leadership mondial de RGPD, et donc c'est un élément de compétition vraiment très important pour les organisations européennes. Et je le vois au Canada et aux États-Unis, qu'ils ont peur de cette compétitivité à travers la réglementation. Donc, Cisco nous dit dans son rapport qu'une maturité en privacy de données, ça limite de manière extrêmement sensible les impacts des attaques de cybersécurité, parce que vous êtes beaucoup plus prêt à résister et résilient. Deuxièmement, ça vous permet de faire des affaires, parce que vous avez de quoi démontrer beaucoup plus rapidement que vos compétiteurs, que vous êtes conforme et que vous êtes correct dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Alors nous, comment on intègre tout ça chez Hitachi, par une approche privacy plus sécurité, les enjeux globaux de risque et de profil de risque de l'entreprise, le privacy plus security by design, donc on intègre, au-delà du RGPD, on intègre, en plus de la privacy, la sécurité dans l'approche par conception. On a un processus pour l'opérationnaliser, et, dernier point, pas négligeable, on a des technologies, par exemple pour l'anonymisation, la pseudonymisation, pour opérationnaliser, automatiser. Et en particulier avec un axe très très fort pour garder toute la valeur des données, mais avec des technologies très évoluées pour les protéger. Donc, pas supprimer la valeur des données, mais les protéger, en particulier avec
de la tokenisation dynamique. Bon, là, on rentre dans des choses, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais voilà ce qu'on fait avec cette problématique américaine et ces enseignements européens. N'hésitez pas à me contacter pour poursuivre les échanges. Et puis nous, on croit vraiment que ces éléments de privacy et security sont des éléments d'innovation. Vous vouliez reprendre mes coordonnées, c'est ça, non? Ben voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis, bonne continuation au Salon Data. Merci.